Jacques Chirac est sorti du Val-de-Grâce à la mi-journée en forme. Il s'est adressé à la presse avant de regagner l'Elysée. Le chef de l'État ne se rendra pas à New York au sommet de l'ONU. C'est Dominique de Villepin qui le remplacera la semaine prochaine. Les médecins du Val-de-Grâce qui conseillent au chef de l'État d'éviter les voyages aériens pendant 6 semaines. Les inondations dans le sud de la France, la polémique s'est ouverte ce matin. Le maire de Nîmes critiquant Météo France qui n'a pas mis au rouge son bulletin de vigilance. Nicolas Sarkozy s'est rendu sur place et puis on apprend à l'instant qu'une victime a été retrouvée dans une rivière de l'Hérault. La cote de George Bush prend l'eau, il est au plus bas dans les sondages. L'opinion américaine lui reproche sa gestion de la crise. Dick Cheney s'est fait insulter. Le président américain qui annonce une 3e visite en début de semaine. Total et BP annoncent une baisse du prix de l'essence de 3 centimes d'euros et de 2 centimes pour le gasoil. Un premier geste après la demande de Thierry Breton au groupe pétrolier de participer à l'effort. André Pousse faisait partie de la famille, celle des Parigot, avec cette voix inimitable. Acteur fétiche d'Audiard, ancien coureur cycliste, il était abonné au 2e rôle, mais sa présence crevait l'écran. On se souviendra de lui dans de nombreux films de Lautner. André Pousse est décédé à l'âge de 85 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Chirac n'a pas caché son plaisir de regagner la maison. Le président de la République, une semaine après son hospitalisation, est rentré chez lui à la mi-journée en bonne forme, ayant retrouvé son dynamisme et son énergie. Il a longuement remercié l'équipe médicale du Val-de-Grâce avant de s'adresser à la presse. Véronique Saint-Olive, Francis Forget, Madi Diawara. Jacques Chirac le savait, à sa sortie de l'hôpital, sa démarche, son regard, son élocution, tout serait scruté à la loupe. Il y avait eu en effet ces rumeurs de troubles de la parole et de la marche, en plus du trouble visuel. Alors pour y répondre, l'Élysée avait organisé une mise en scène bien réglée. À 12h30, le président de la République, accompagné par sa femme et des médecins du Val-de-Grâce, parcourt à pied une centaine de mètres pour s'adresser sans note et sans problème aux journalistes qui l'attendent. Je me sens, je vous le dis tout de suite, en très bonne forme. Je commençais à avoir hâte de sortir. Ça, c'est un fait. Je commençais à trouver le temps long. Surtout à l'heure du déjeuner, que je suis très content maintenant d'aller prendre. Apparemment donc, rien de changé. Appétit, poignée de main aux militants, Jacques Chirac se veut souriant et détendu. Jusqu'à la dernière minute, le président de la République a espéré pouvoir se rendre au sommet de l'ONU à New York mercredi prochain. Mais les médecins ont interdit l'avion pendant 6 semaines et il a dû renoncer. Jacques Chirac doit se reposer, son agenda est allégé pour les 15 jours à venir. Alors cet accident de santé exclut-il formellement l'hypothèse d'une nouvelle candidature en 2007? Ses proches répondent, son ambition n'a pas changé, il s'agit pour lui de donner les bonnes impulsions à la France. Au plan médical, plusieurs informations qui nous sont venues de l'entourage de Jacques Chirac quelques heures après son retour à l'Élysée. Le président souffre toujours d'une petite gêne dans le champ visuel, nous dit-on, mais qui se résorbe chaque jour davantage. Par ailleurs, on l'a dit, l'emploi du temps du chef de l'État sera modifié puisqu'il n'ira pas à New York la semaine prochaine au sommet de l'ONU. C'est le Premier ministre qui le remplacera. Enfin, selon les médecins du Val-de-Grâce, il lui faudra éviter les voyages en avion pendant 6 semaines, des précautions que nous commentent et expliquent les spécialistes rencontrés par Nathalie Sapena et Florence Magique. C'était lundi dernier, le seul bulletin de santé officiel lu devant l'hôpital du Val-de-Grâce. Il s'agit d'un hématome de petite taille. Autrement dit, un vaisseau qui s'est rompu dans le cerveau. Bref, un accident vasculaire cérébral, comme il s'en produit 30 000 par an en France. Après une semaine, Jacques Chirac souffre encore d'une légère gêne visuelle qui devrait disparaître. Mais après cet accident neurologique, le président va devoir apprendre à se reposer. Un repos de quelques semaines après l'attaque cérébrale est tout à fait habituel. Quand on dit repos, ça veut dire reprendre doucement son activité, ne pas traverser les océans, avoir une activité trépidante, c'est rester chez soi ou dans son bureau et mener les affaires courantes. Voilà, c'est tout à fait possible, mais ne pas être soumis immédiatement au stress de la vie habituelle. Et le stress pour le président de la République, ce sont les voyages, les bains de foule, les réunions qui s'enchaînent. Ces médecins ont tranché, pas d'avion pendant 6 semaines, simple précaution. Sur le plan scientifique, il n'y a absolument rien de prouvé contre-indiquant les voyages en avion après un accident vasculaire cérébral. Je dis le principe de bon sens veut peut-être dire qu'effectivement pendant quelques jours ou quelques semaines, on évite, sauf si c'est absolument nécessaire, de prendre l'avion. Autre impératif, surveiller sa tension afin d'éviter une récidive. Pour cela, Jacques Chirac est sous traitement.
Dans 6 semaines, il subira de nouveaux examens et d'ici là, aucun régime alimentaire ne lui est imposé. Un petit morceau de reblochon. On n'a jamais tué personne. Sur le front des inondations dans le Gard, notamment, les dégâts provoqués par les pluies torrentielles sont importants, mais tout rentre progressivement dans l'ordre. Le soleil a recommencé à briller à Nîmes. C'est en Petite Camargue, au sud, que plusieurs communes ont été isolées avec de nombreuses évacuations. Partout, les pompiers ont multiplié toute la nuit les interventions. Ce matin, les images aériennes témoignent de ces villages noyés sous les eaux. Nicolas Luizet, Benoît Jourdan. La Petite Camargue, noyée sous plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Le retour à la normale s'effectue progressivement, mais pendant plusieurs heures, des villages sont restés isolés. Aux environs de Nîmes, les routes étaient inondées. Dans le Gard, toute la journée, il restait très difficile d'accéder à certains lotissements. Car la nuit dernière, une fois encore, l'eau est montée très vite. Nous sommes dans le centre-ville de Nîmes, peu avant minuit. Des torrents de boue dévalent les rues. Les pompiers vont intervenir toute la nuit, plus de 300 sorties pour des évacuations. Des plongeurs sont déployés et il y a beaucoup à faire. Le centre-ville est sous les eaux. Alors, l'eau elle est passée dessus la piscine et depuis je ne sais plus combien de temps, on essaie de sauver ce qui a sauvé. À Nîmes, près de 5000 élèves ont dû passer la nuit dans les collèges, dans les lycées. Ils n'avaient pas pu rentrer chez eux hier, après les cours, bloqués par la montée des eaux. Tout au long de la soirée, les orages se sont déplacés sur l'ensemble du département. Là encore, les pompiers sont sollicités. Il faut procéder à des évacuations. Il y a des gens habités, certains non, ne souhaitent plus, et puis il y a le traumatisme aussi, la peur un peu de l'eau. Les gens préfèrent quitter leur maison pour être dans un endroit plus sec, être plus en sécurité. Dans cette salle municipale, il y a les habitants bien sûr, mais de nombreux automobilistes viennent aussi trouver refuge. On s'est retrouvés pris là-dedans et on n'a pas pu sortir. On avait de l'eau d'un côté de Nîmes, de l'autre côté de Nîmes, on allait sur Tarascon, tout est bouché. La tension nerveuse a été un peu forte et on s'est dit qu'on n'arrivait plus à... On avait besoin de s'arrêter et de se poser un petit peu. Ces violents orages n'ont pas fait de victimes, mais peu à peu l'eau se retire, laissant apparaître des rues couvertes de boue et d'importants dégâts. Et comme un goût de déjà-vu, à Aubord, le nettoyage a commencé dès la nuit dernière dans les maisons. C'est toute une commune qui se retrousse les manches. Elle l'avait déjà fait il y a 2 jours. Beaucoup sur place se sentent désemparés. Reportage Hélène Vergne, Pascal Ponce. Les pelles n'y suffisent plus, car la boue est partout dans les rues d'Aubord. Dans les rues, les jardins aujourd'hui dévastés et plus de 200 maisons. Ici, c'est le mur d'enceinte qui a cédé sous le poids d'une vague. On a l'impression que c'est l'apocalypse. Et puis bon, on est courageux, les amis viennent nous aider, on a sorti de la boue de la maison parce qu'on en a eu aussi à l'intérieur. Maintenant, chaque fois qu'il pleut, on va avoir un doute et la peur, voilà. 2 inondations dévastatrices en 3 jours. Il leur faudra du temps pour oublier. Car hier encore, ce ruisseau transformé en torrent emportait tout sur son passage. Sous le soleil revenu, l'heure est au nettoyage et au constat des dégâts. Vous n'avez qu'à voir l'état des plaintes et puis voilà l'état des cloisons maintenant. Il lui faudra tout jeter, sans compter l'odeur et l'humidité. Pourtant, militaires et pompiers arrivés il y a 24 heures ne ménagent pas leur peine. Plus d'une centaine d'hommes sont à pied d'œuvre. La mairie vous informe qu'elle tient à votre disposition de l'eau. D'ici quelques jours, le réseau d'eau potable devrait être rétabli, les expertises terminées, mais les habitants veulent aussi comprendre. Depuis 2003, on voit un peu les problèmes et malgré tout, on arrive aux mêmes difficultés, l'eau tombe, l'eau est obligée de tomber, mais je pense qu'il y a des solutions pour minimiser le débit de l'eau. C'est-à-dire des bassins de rétention en amont, le lit du ruisseau élargi. De quoi protéger durablement la commune et ses habitants, inondés 3 fois en 3 ans.
Pouvait-on améliorer le dispositif d'alerte et fallait-il passer de la vigilance orange au niveau le plus élevé, le niveau rouge, alerte rouge qui d'ailleurs avait été utilisée dans le même secteur il y a 2 jours. Le maire de Nîmes a lancé le premier la polémique, critiquant Météo France. À la mi-journée, Nicolas Sarkozy s'est rendu sur place pour rencontrer les sinistrés. Thierry Curté. Dans les vignes du Gard, le lendemain de l'alerte rouge, on souffle. Le pire est passé, pense-t-on. La terre est gorgée d'eau, alors vite on débouche les fossés. Il est tombé plus de 300 litres d'eau au mètre carré dans le Gard et dans l'Hérault. Le lendemain, Météo France ne prévoit que 150 litres, l'alerte passe donc à l'orange. Mais dans les vignes du Gard toujours, voici ce qui se passe. Avec seulement la moitié des précipitations, l'eau ne pénètre plus dans le sol. Elle court sur la terre, elle ruisselle et gorge les cours d'eau. Nîmes et sa région sont inondées avec moitié moins de pluie. Il est tombé la moitié de ce qui est tombé en début de semaine, donc je pense que la vigilance orange, assez sévère, vigilance orange c'est pas anodin, je pense qu'elle était bien justifiée. Car pour définir ces critères d'alerte, les scientifiques tiennent compte de la pluie qui tombe, pas des sols saturés d'eau. Pour Météo France, les prévisions étaient donc correctes, mais sans doute mal interprétées. Il faut dire qu'en 5 ans, Météo France n'a déclenché l'alerte rouge que 3 fois. C'est donc un niveau exceptionnel. Mais avec l'alerte rouge, le maire de Nîmes a pu fermer les écoles, par exemple. Hier, au contraire, les élèves coincés furent contraints de dormir sur place. Le ministre de l'Intérieur, venu saluer les secouristes, reconnaît donc que le système doit s'adapter. Je pense qu'il faut réfléchir au code pour l'alerte orange. Parce que pour l'instant, on se définit par rapport au niveau de pluviométrie. Et je pense qu'il faut être plus précis, se définir avec d'autres critères qui sont par exemple le taux d'engorgement des sols, compte tenu de la pluie qu'ils ont déjà reçue. Les prévisionnistes de Météo France travaillent à intégrer ces nouvelles données. Ils proposeront un nouveau système d'alerte en juillet 2006. La hausse du prix de l'essence est dans toutes les conversations. Hier soir sur France 2, Thierry Breton, le ministre de l'économie, a engagé les groupes pétroliers à faire un effort. Il n'a d'ailleurs pas exclu une taxe exceptionnelle. Première réponse il y a quelques instants de Total et de BP. À partir de demain, une baisse de 2 à 3 centimes d'euros à la pompe. Un premier geste. Julien Beaumont, José Boulestex. C'était hier soir. Thierry Breton réclamait un geste des compagnies pétrolières. On peut envisager qu'elles pratiquent des baisses du prix à la pompe, c'est-à-dire redonner aux Français, aux consommateurs, une partie des profits exceptionnels correspondant à une situation exceptionnelle. Aussitôt demandé, aussitôt répercuté. Demain, 2 groupes, BP et Total, baisseront de 3 centimes d'euros le samplon et de 2 centimes le gazole, gain moyen 1 euro par plein. Cette annonce intervient alors que le baril flambe et que du coup le groupe Total réalise un bénéfice historique sur les 6 premiers mois de l'année, 5,8 milliards d'euros. Pourtant les Français eux aussi ont leurs idées pour baisser le prix du carburant. Il serait bien que l'effort vienne des 2 côtés, à la fois l'État et également les pétroliers. L'État doit faire 5 fois les profits des pétroliers en ce moment. Et quant au gouvernement, s'il veut nous baisser l'essence, il sait comment le faire. Il n'a qu'à baisser les taxes. Sur un litre de super vendu à 1,40 €, l'État perçoit 63 centimes pour la taxe intérieure sur les produits pétroliers et 27 centimes pour la TVA, soit en tout 67% de taxes. Pour le gazole, les mêmes taxes atteignent les 58%. L'an dernier, la TIPP a rapporté 25 milliards d'euros, un chiffre qui, vu la conjoncture, devrait encore augmenter en 2005. Côté pétrolier, selon eux, difficile de baisser plus les prix, notamment du fait de la concurrence avec les stations des grandes surfaces. Prochaine manche entre Thierry Breton et les grands groupes pétroliers, vendredi, pour une réunion au ministère. Au chapitre social, le groupe américain Hewlett-Packard devrait supprimer 6 000 emplois en Europe. La France ne sera pas épargnée. Plus d'1 millier de postes pourraient disparaître. Des informations qui filtrent au compte-gouttes de Bruxelles, où le groupe informatique tenait son comité central dans le plus grand secret. David Boéry et Elsa Palot. Une réunion sous très haute protection policière. Depuis hier à Bruxelles, le comité central d'entreprise européen de Hewlett-Packard se tient dans le plus grand secret dans cet hôtel fermé au public. Aucun commentaire ce soir au siège français, rien ne doit filtrer avant lundi matin. C'est là que sera présenté officiellement le plan social en France. Mais les syndicats ont déjà une idée de l'ampleur des licenciements. C'est 6 000 emplois sur le global de l'Europe, et la France sera touchée à hauteur de 1 300 emplois, ce qui représente entre 25 et 30% de l'effectif France, c'est-à-dire 2,5 fois ce que nous attendions.
En France, Hewlett-Packard est présent sur 5 grands sites. Le siège à Issy-les-Moulineaux, les Ulysses, l'île d'Abo, Grenoble et Sophia Antipolis. En tout, 5000 salariés. Des salariés très inquiets pour leur avenir. Dès hier, près de 2000 d'entre eux ont cessé le travail pendant 1 heure. On a très peur qu'ils cassent l'outil de travail et qu'à terme, on arrive à fermer un site comme HP Grenoble où on a quand même 2200 salariés qui travaillent. Quand on voit que des entreprises, HP et puis d'autres, dégagent des gros revenus, des gros bénéfices et qu'on licencie en masse tout simplement pour faire plaisir à des actionnaires, on se pose la question, qui sont les vrais clients? Le géant américain de l'informatique a réalisé l'année dernière 3,5 milliards de dollars de bénéfices. La direction a pourtant l'intention de licencier 14 500 salariés dans le monde, soit 10% de ses effectifs. Et une bonne nouvelle tout de même avec pour Airbus une juteuse commande de 60 appareils A350, engagement pris par la compagnie Qatar Airways qui a signé ce soir à Matignon l'achat de ces longs courriers de moyenne capacité. Un nouvel épisode dans la guerre qui oppose Airbus à Boeing. Les appareils devraient commencer à être livrés dans 5 ans. Aux États-Unis, on ignore toujours le nombre de disparus. On ne connaît que les tout premiers chiffres officiels, mais personne ne se risque plus à avancer la moindre estimation. En ce qui concerne les Français, on sait qu'une cellule de recherche a été mise en place en Louisiane et dans le Mississippi voisin. Les services consulaires sont en train de vérifier par eux-mêmes, en faisant du porte-à-porte, la présence des ressortissants français, comme le montre ce reportage de Jacques Cardoz et Bruno Girauton. C'est au milieu des zones dévastées que circule la voiture consulaire depuis maintenant 6 jours. Nous sommes à 800 mètres des côtes dans l'état du Mississippi et la zone n'est quasiment plus habitée. Ici aussi, il faut franchir des checkpoints de l'armée américaine pour accéder aux zones les plus reculées. La maison, elle a carrément été déplacée. Elle a été soulevée, elle a été mise contre les arbres. Des zones dangereuses aussi. On trouve encore des bateaux encastrés et même un motoculteur accroché aux fils électriques. Le vice-consul n'a que peu d'indices pour retrouver les Français dont on est sans nouvelles. À lui de convaincre les rares voisins qu'il rencontre de bien vouloir le renseigner. La seule possibilité, c'est d'essayer de parler aux gens, d'essayer d'obtenir des renseignements en faisant du porte-à-porte comme on est en train de faire. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que ça. Lorsque les nouvelles sont bonnes, Aurélien Maillet a l'habitude de filmer avec sa propre caméra. Hier, il a pu extraire un Français rencontré dans cette région. Un restaurateur retrouvé sain et sauf miraculeusement. Il raconte ce qu'il a vécu durant le passage de l'ouragan. Là, c'était vers 8h, 8h30, on a dû rentrer dans la zone très ventée, là, vraiment proche du... Le gros de l'ouragan, ouais. Voilà, ouais. Donc là, ça a commencé à devenir abominable. Ouais. Là, c'était affreux. À 8h30, 9h moins de quart, l'eau est montée de 1,20 m en l'espace de 10 minutes. Éric Barthélémy a échappé au pire lorsqu'il a voulu rejoindre son restaurant. Quand l'ouragan a avancé, il est carrément tombé sur mon toit et bien entendu, il a... Mais d'autres Français n'ont toujours pas donné signe de vie. C'est le cas d'une femme qui vivait ici. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'elle n'est pas morte, puisque ça on a déjà vérifié, et qu'a priori la maison a été vérifiée et que les secours sont déjà passés par là. Pour l'heure, aucun Français n'a été recensé parmi les victimes. À Bâton Rouge comme ailleurs, les rescapés, une fois mis à l'abri, n'ont qu'une obsession, retrouver les leurs, s'assurer que leurs proches sont encore en vie, comme on le voit dans ce reportage à l'intérieur du centre de la Croix-Rouge américaine, où ceux qui ont trouvé refuge sont à l'affût de la moindre nouvelle. Frédéric Crotat, Olivier Robert. Le plus grand abri de réfugiés de Bâton Rouge. C'est là que depuis 10 jours, 1000 personnes vivent dans des conditions précaires. Parmi elles, Diana, 21 ans. Elle est ici avec son frère et son petit ami, mais elle n'a aucune nouvelle du reste de sa famille. J'ai laissé ma grand-mère, ma sœur, un neveu, un frère, ma belle-sœur et puis mon père, que je n'ai pas vu depuis l'ouragan. 150 personnes viennent ici chaque jour pour tenter d'obtenir la moindre information. C'est le seul moyen pour eux d'espérer entrer en contact avec leurs proches. Je n'ai pas de téléphone portable, mes parents non plus. La seule solution pour moi, c'est d'attendre. Il y a le système D et puis celui mis sur pied par la Croix-Rouge américaine, une banque de données qui recense les réfugiés dont elle a la charge. Grâce à ce système, des familles ont pu être reconstituées.
Depuis le début, on a réussi à aider à peu près 5000 personnes. Mais il y en a tellement dans la détresse. Ce travail de recherche entrepris par la Croix-Rouge est relayé par les sites internet de médias américains comme CNN ou les télévisions locales. À l'angoisse d'avoir perdu un être cher s'ajoutent pour tous ces réfugiés d'autres difficultés financières essentiellement. Depuis le passage de Katrina, 400 000 habitants de la Nouvelle-Orléans ont perdu leur emploi. À la Nouvelle-Orléans, entourée par les barrages, la ville est interdite d'accès et l'armée patrouille maison par maison pour sécuriser la ville et obliger les derniers irréductibles à quitter les lieux. L'occasion aussi de saisir des armes en grand nombre. Les familles américaines, vous le savez, sont souvent armées. Ajoutons que des armureries ont été pillées peu après le passage du cyclone. Et la vie tente difficilement de reprendre son cours pour ces rescapés accueillis dans les États voisins. À Houston, ils sont 100 000 à être arrivés en quelques jours. On part au plus pressé. Gilles Marinet. Prière collective dans l'Astrodome de Houston, le plus grand des 21 centres d'accueil répartis en ville. Si tu perds l'espoir, tu perds tout, est-il écrit. L'espoir, sous bonne garde, c'est le siège de la Croix-Rouge. Elle y distribue des cartes de crédit. Selon sa situation familiale, cet homme pourra retirer 1 500 à 2 000 $, environ 2 500 € à n'importe quel distributeur. Dans cette salle, on s'inscrit pour être relogé. Comme d'autres grandes villes, Houston dispose de nombreux logements inoccupés. La municipalité finance la location durant 6 à 12 mois selon les cas. Cette femme, qui a tout perdu, est relogée dans un quartier semi-résidentiel. Elle n'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu ça, quel choc! Je ne dirais pas que c'est un don de Dieu, mais au moins on n'aura pas souffert autant pour rien. Les écoles publiques ont reçu l'ordre d'inscrire tous les enfants évacués. Ils seraient 10 000. Le but est de les remettre au plus vite dans un monde normal. Vous savez, à leur âge, ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui leur arrive. Ils vont s'adapter. Je vais travailler, me donner à fond en classe, j'espère y arriver, réussir mes études, aller au collège. La ville de Houston a débloqué 10 millions de $ et 20 000 bénévoles s'occupent des évacués. Le Texas est solidaire, mais en sourdine, il s'inquiète. Les 220 000 Louisianais accueillis en 2 semaines repartiront-ils un jour? Et la cote de George Bush prend l'eau avec une sérieuse baisse dans les sondages. Laurent Boussier, vous êtes en direct de Washington. L'opinion publique américaine apparemment sanctionne la gestion de la crise du président américain qui, lui, va tout faire pour tenter de reprendre la main en se rendant une 3e fois sur les lieux, dit-on. Oui, absolument, Béatrice. En fait, depuis le début de la semaine, George Bush essaie de reprendre la main, de stopper les critiques, la polémique qui se développe ici sur ses erreurs, ses retards des premiers jours et surtout sur les erreurs de son administration. Alors, sans aller jusqu'à dire qu'il y a divorce entre les Américains et leur président, je sens quand même qu'il y a quelque chose de cassé. En fait, pour les Américains, George Bush n'est plus le chef de guerre qui, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les guidait vers des lendemains plus sûrs. 2 exemples. Hier, le vice-président Cheney, en visite dans le sud du pays, a été pris à partie, impensable il y a encore quelques semaines. Et puis la FEMA, qui est l'agence qui s'occupe de tout ce qui est catastrophe ici sur le sol américain, et dont le patron d'ailleurs vient d'être limogé, enfin vient d'être écarté en tout cas. La FEMA a demandé aux médias de ne plus montrer les cadavres qui flottent dans les eaux de la Nouvelle-Orléans. Après les attentats du 11 septembre, les médias, les télévisions avaient accédé à cette demande. Aujourd'hui, elles n'y accèdent pas. Preuve peut-être que l'administration Bush n'est plus aussi solide et aussi présente qu'auparavant. Merci Laurent Boussier. Un mot encore à l'étranger. En Égypte, Hosni Moubarak, qui est à la tête du pays depuis 24 ans, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 88% des voix. C'est la première élection présidentielle pluraliste et au suffrage universel dans le pays. Dans le reste de l'actualité en France, alerte en Seine-et-Marne, l'eau potable est déconseillée aux personnes fragiles et ceci concerne plus de 80 communes, ce n'est pas rien. Les pollutions provoquées par des pesticides affectent au total la moitié du département, un problème récurrent. Laetitia Legendre sur place et Jean-Yves Blanc. Tu veux de la grenadine un petit peu dedans de la main? Par précaution, parce que l'eau avait parfois un drôle de goût, cette mère de famille a équipé il y a 6 mois le robinet de sa cuisine d'un filtre à charbon. Une sécurité. En effet, sur cette commune de Seine-et-Marne, il est déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants de boire l'eau du robinet, car des traces de pesticides et de nitrates y ont été relevées.
Je trouve que l'eau a un goût très fort et je doute par rapport à la qualité de l'eau. Donc je me suis équipée et j'utilise des bouteilles d'eau. Ces restrictions d'usage à la consommation de l'eau concernent près de 80 communes de Seine-et-Marne. En tout sur le département, 250 d'entre elles distribuent de l'eau potable non conforme à la réglementation, parce que faiblement polluée aux pesticides ou au sélénium. Une situation qui n'est pas nouvelle, mais que les élus souhaitent assainir. Cette pollution en fait est chronique et elle dure depuis des années. Et donc il y a deux choses à faire. La première, c'est résoudre un problème de santé publique, puisqu'il y a quand même un certain nombre de communes où l'eau distribuée est non conforme depuis une dizaine d'années. Donc il faut bien prendre ce problème à bras-le-corps et le résoudre de manière curative. Bien évidemment, dans les communes rurales, les besoins en eau ne sont pas inférieurs à ceux des grandes villes et les gens sont moins nombreux pour payer l'eau. Donc à partir de là, les travaux d'infrastructure sont plus coûteux. Ces pollutions concernent de nombreuses communes rurales qui possèdent souvent leur propre forage et n'ont pas forcément les moyens financiers ou la volonté de traiter leur eau potable. Les collectivités de la région et du département vont se réunir lundi prochain afin de tenter de trouver une solution à ce problème qui concerne 360 000 personnes. Situation critique pour la commission qui veille au respect de la déontologie chez les policiers et les personnels pénitentiaires. Cette commission n'a plus d'argent. La commission nationale de déontologie et de sécurité, et c'est son nom, en charge de faire des rapports sur les bavures et les dérapages. Son président tire la sonnette d'alarme et s'adresse aux parlementaires. Caroline Gauthier, Benoît Gadret. Ils étaient au sol, ils étaient en train de menotter de cette façon-là, au sol comme ça. Ils étaient par terre là-bas. Été 2002 à Saint-Denis, au sol Mounir, interpellé très violemment par des policiers qui cherchent en fait des casseurs. Son frère assiste à la scène. Voici les photos du jeune homme à sa sortie du service des urgences. Cette affaire est un exemple parmi les dizaines de cas dont la Commission nationale de déontologie de la sécurité est saisie chaque année. Cette commission mène sa propre enquête, transmet ses conclusions aux ministres concernés et publie chaque année un rapport très médiatisé. Preuve de son succès, la commission est saisie de plus en plus souvent, 97 affaires l'an dernier contre 70 en 2003, ce qui a un coût. Pour faire des auditions en dehors de Paris, il faut payer des frais de déplacement, soit des personnes qu'on convoque, soit des membres de la commission qui se déplacent. Et nous n'avons plus d'argent parce qu'on nous a gelé 100 000 € au début de l'année, qu'on ne nous les rend pas. Ce sont en fait les services du Premier ministre. Et Pierre Truche va plus loin. Sans moyen, dit-il, c'est son indépendance qui est remise en cause. Dès le mois d'avril, il a donc tiré la sonnette d'alarme, alertant plusieurs services. Début juillet, une lettre adressée à Matignon est restée sans réponse. Depuis 2000, l'équipe de Pierre Truche s'intéresse au dérapage, qu'il soit le fait de policiers, gendarmes, surveillants de prison ou agents privés. Sans moyens financiers, le prochain rapport de la commission prend déjà du retard. J'en viens à cette affaire d'agression sexuelle peu commune puisqu'elle concerne un mineur qui a tenté de violer une fillette de 8 ans. Le garçon a été placé en foyer par la justice puis renvoyé chez lui. Mais voilà l'adolescent récidivé, ce qui suscite une certaine émotion. Zindine Boudaoud, José Boulastex. Le long de ces voies d'une gare désaffectée de la capitale, l'adolescent de 15 ans a totalement basculé, devenant aux yeux de la justice un criminel. Juin 2004, armé d'un couteau, il tente d'abuser d'une petite fille de 8 ans. Quelques heures plus tard, on le soupçonne d'une autre tentative de viol sur une jeune femme de 20 ans. Arrêté, il est écroué quelques mois, puis placé dans ce foyer parisien, avant de rejoindre une autre structure spécialisée à Épinay-sur-Seine. Un placement temporaire, 8 jours plus tard, il est purement et simplement renvoyé chez lui. Les experts le considéraient pourtant comme dangereux, son propre avocat aussi. Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui on a des personnes qui ne peuvent pas être en prison et qu'on ne peut pas remettre en liberté. Et dès lors, il manque une structure d'accueil, clairement, pour les gens qui ont des problèmes psychiatriques et particulièrement lorsqu'ils sont mineurs. Comment un adolescent apparemment dangereux a-t-il pu se retrouver en liberté ? Rien à voir avec le manque de place, affirme la protection de la jeunesse. Il est inexact d'affirmer que l'hébergement de la PJJ en Ile-de-France est insuffisant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. La juge des enfants n'a pas le droit de répondre sur cette affaire. Elle a considéré qu'elle n'avait pas d'autre choix que de relâcher l'adolescent. Pourquoi ne pas l'avoir renvoyé en prison, disent les policiers. Les mêmes qui aujourd'hui fustigent le fait qu'il est récidivé seraient venus pétitionner sur le fait qu'en France on mette en détention provisoire un enfant de 14 ans. Il ne faut pas non plus, j'allais dire, être angélique. Une fois dehors, l'adolescent a commis une nouvelle agression sexuelle. Il a été de nouveau interpellé et écroué.
À Poitiers, le procès concernant un trafic international de cocaïne. La cour d'assises spéciale a condamné les 10 accusés à des peines allant de 1 à 30 ans d'emprisonnement. Le responsable du réseau est en fuite, c'est lui qui a été condamné à 30 ans de prison. Les autres ont des peines inférieures à celles requises et elles vont de 1 à 12 ans. Éducation avec un vent de polémique qui s'est levé après les déclarations de Gilles de Robien. Le ministre en charge affirmait hier qu'il fallait donner égalité de moyens à l'enseignement public et l'enseignement privé. Des propos qui ne sont pas du goût de tous. Florence Bouquilla, Daniel Lévy. Si Gilles de Robien avait voulu rallumer la guerre scolaire, il ne s'y serait pas pris autrement. Invité hier d'une radio catholique, il déclare que pour lui, l'école privée est aussi école de la République, qu'elle n'est pas un refuge mais un choix et même une chance. L'enseignement privé, 98% est représenté, je crois, par l'enseignement catholique. Et donc, c'est une chance qui passe à portée de la main, à saisir ou pas à saisir pour les uns ou pour les autres. Il faut donner aux enseignements publics et privés une égalité de moyens. Propos inadmissibles pour les fédérations de parents d'élèves et les syndicats d'enseignants. Quel est le but de ces propos? Est-ce qu'il veut ramener la réforme de la loi Fallou qui avait valu à François Bayrou plus d'1 million de manifestants dans la rue à Paris un dimanche de 93? Est-ce qu'il veut traiter un autre problème? Ou est-ce qu'il veut simplement faire un signe politique à une partie de son électorat? Côté privé, on interprète avec optimisme les paroles du ministre en rappelant que les écoles privées sont sous contrat avec l'État. À ce titre, nous participons à l'école de la République. Donc nous sommes devant une question à résoudre parce que des inégalités de traitement ne pourraient pas durer trop longtemps. On n'a pas les mêmes problèmes de remplacement qu'il peut y avoir dans le public, mais bon, on reste quand même dans des effectifs qui sont des gros effectifs, donc peut-être alléger les effectifs, quitte à aller vers l'école privée, c'est aussi pour ça qu'on y va. L'école en France, c'est plus de 12 millions d'élèves, plus de 10 dans le public, plus de 2 dans le privé. Aujourd'hui, à l'Éducation nationale, on assure que Gilles de Robien n'entend pas privilégier l'enseignement privé. Il devrait rassurer demain la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Le début de la fête de l'UMA, comme chaque année à la Courneuve, pour ce traditionnel rendez-vous de rentrée où les tenants du nom vont débattre. Laurent Fabius notamment y fera un tour. Place d'abord au spectacle. Avant, Mickey 3D et Mir Kusturica ouvrent le bal. Pauline Revenaz et Antonin Broutard. D'abord, un petit air de djembé, le soleil un peu caché par les nuages, le tempo est trouvé. Plus de 30 têtes d'affiches réparties sur 2 scènes musicales, rassemblement politique d'accord, mais la fête de l'humanité veut aussi s'imposer comme un festival, et pour sélectionner les artistes, un seul critère. Il faut être communiste pour jouer à la fête de l'humanité? Surtout pas. Surtout pas, surtout pas, il faut être bon. Il faut être un artiste qui joue bien, qui invente, qui propose des choses neuves. Voici celui qui ouvre le bal, Emir Kusturica et son groupe No Smoking Orchestra. Ici, Kusturica se sent presque chez lui. Mon père était communiste et il y a beaucoup d'émotions avec l'idée du communisme. Et quand on parle salaire, c'est en serbe qu'il se renseigne. Quite enough. On gagne suffisamment. On est assez content avec les communistes. Déjanté, débridé, déchaîné, la folie tzigane se transmet crescendo. Chaque année, il y a de la pluie, il y a de la boue, il y a de la musique, il y a des communistes, il y a tout le monde. Il y a la fête, quoi. Même si les sonorités sont justes, le ciel fait des caprices. Bottes et cirés indispensables. Sans la pluie, il manquerait quelque chose à la fête de l'humanité. On passe au sport avec une bonne nouvelle en judo. C'est la Française Lucie Decosse qui a remporté cet après-midi le titre de championne du monde dans la catégorie des moins de 63 kilos. Elle a battu la japonaise Tanimoto lors de cette 2e journée des mondiaux qui se déroule au Caire. Et puis en football, un coup dur pour les Bleus. Zinedine Zidane sera absent des terrains 3 semaines à cause d'une blessure aux adducteurs. Il ne jouera donc pas le match de Ligue des Champions qui opposera Lyon au Real Madrid mardi soir. On espère que Zidane sera rétabli pour le match décisif Suisse-France du 8 octobre prochain. Rendez-vous international des reporters photographes, le festival de Perpignan, avec les images irremplaçables de la situation en Tchétchénie, des témoignages si rares. Isabelle Bechler. À Perpignan, fin d'été, la vie normale a repris son cours et les rues de la vieille ville bruissent des questions qu'on se pose à visa pour l'image. 1 an de photos de presse, publiées ou non. Ici, la Tchétchénie,
vue par Heidi Bradner. La photographe américaine expose le travail de 10 ans de guerre en Tchétchénie. Un conflit d'une brutalité rare, presque oublié ailleurs dans le monde. Tout ce temps, elle a tenu bon à montrer les douleurs des civils tchétchènes et celles des soldats russes, victimes de cette guerre à leur manière. Cette vieille dame était sortie parce qu'elle avait entendu qu'il y avait du pain à vendre dans la rue. Elle a été fauchée par une attaque d'artillerie à cause de cette rumeur. Voilà le sort des individus les plus vulnérables et sans défense de Grozny. Et à sa manière, ce jeune mercenaire russe mort en Tchétchénie nous regarde d'outre-tombe. C'est comme s'il voulait nous parler de l'ineptie de cette guerre. Le photojournalisme, ce sont des images parfois trop dures pour être publiées par une presse frileuse. Ce sont des témoignages courageux de la vie dans les ruines, de la vie contre toute attente. Un espoir parfois bien mince. Ce sont des questions sur les conflits oubliés, mais qui se poursuivent à notre insu. Visa pour l'image donne à voir ces témoignages et répond à quelques-unes de nos questions. Alors, le nombre de morts est évidemment totalement invérifiable. Ça tourne autour de 200 000 morts. Ce qui veut dire un Tchétchène sur 5. Si vous tenez compte des chiffres, simplement, c'est la pire des guerres actuellement menées sur la planète. À travers une trentaine d'expositions, des projections et des colloques, Visa pour l'image nous aide à décrypter notre monde pour la 17e année consécutive. Photos à l'appui. André Pousse faisait partie de la famille, celle des Parigot, avec une gouaille inimitable, acteur fétiche d'Audiard, ancien coureur cycliste. Il était abonné au deuxième rôle, mais sa présence crevait véritablement l'écran. On se souviendra de lui notamment dans Le Pacha avec Jean Gabin, dans de nombreux films de Lautner. André Pousse est décédé à l'âge de 85 ans. Marie Joshua. Ça m'avait fait chier qu'il y ait un mec qui a fait un papier dans lequel il dit « André Pousse mange la laine sur la tête de Jean Gabin dans Le Pacha ». Quel connard! Une gouaille qui aura marqué le cinéma des années 60-70. Flic ou truand aux côtés de Gabin dans Le Pacha ou de Ventura dans Le Clan des Siciliens, André Pousse est une figure haute en couleur des seconds rôles du cinéma français. Verneuil, Lautner ou Audiard, son complice et ami, se sont disputés sa truculence et son regard de titi parisien. Il y a des acteurs, quand on va leur raconter une scène, l'œil va friser au moment où on sait qu'il va friser. C'est pas autant de me le doper, Charles. Dis-moi que je m'hallucine. Que je cauchemarde. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Plus de 50 films, une vie bien remplie qui ne s'arrête pas loin de là avec le cinéma. Car André Pousse, né en 1919, ici à gauche, passe son enfance à Auteuil, quartier populaire à l'époque, entre les bougnats et les copains. Il pratique l'argot et le sport, de l'énergie à revendre, qu'il dépense à 20 ans, devenant coureur cycliste, une figure légendaire du vélodrome d'hiver. Quand il y avait plein de monde qui venaient, qui espéraient être coureurs cyclistes et qui venaient là, c'est eux qui nous apportaient les vélos sur la ligne de départ. Et Delon me portait mon vélo sur la ligne de départ. C'est au Veldiv qu'il rencontre Édith Piaf, dont il fut le compagnon. Dans ses mémoires, il évoque toutes ses vies, dont celle d'impresario dans les années 50. La liste de ses poulains est longue. Joséphine Baker, Henri Salvador, Pétula Clark, Léo Ferré, Stéphane Grappelli, Mouloudji, Eddie Constantine, Daniel Darieux quand elle a chanté pendant 5 ans, Philippe Clay. Sans oublier un jeune inconnu en 1959 nommé Johnny Hallyday. C'est à ses côtés, à 44 ans, qu'André Pousse commença sa longue carrière cinématographique, avec D'où viens-tu Johnny. André Pousse s'était retiré à la gare Freinet, près de Saint-Tropez. Pour réfléchir à toutes ses vies, il n'avait pas peur de la mort, étant persuadé d'aller au paradis. Cinéma toujours avec la sortie mercredi prochain de Kiss Kiss Bang Bang, un film policier original signé du scénariste de L'Arme Fatale et présenté cette semaine au Festival de Deauville, Pascal Deschamps. Hé, la fille! T'as mis une vraie balle? Eh ben oui. Kiss Kiss Bang Bang, des baisers et des coups de feu, les bons ingrédients de n'importe quel polar, me direz-vous, sauf qu'ici, ils sont légèrement détournés. Au départ, la collaboration inattendue entre un petit escroc engagé pour jouer dans un film et un détective privé homosexuel qui lui sert de coach. Les deux hommes enquêtent sur une affaire de meurtre, mais le ton est résolument à l'humour. Elle m'engage et fait de moi le témoin d'un meurtre. Je peux prendre une serviette sèche, celle-ci est humide. Non,
Celle-ci est humide. Cette serviette, c'est pour le siège. Ça, c'est ton chiffon à chaussures et tu me le files pour m'essuyer le visage. Elle Prends est ça. humide. Je peux en avoir? Non, prends ça, ça c'est sale, non. Je peux essuyer une Non, petite. arrête de dégouliner. Ce qu'a fait Shane Black avec son scénario, c'est en général très difficile à faire. Il arrive à combiner plusieurs genres, plusieurs styles. Même lorsqu'il est dans la comédie, il joue sur plusieurs registres. C'est assez rare ce genre d'écriture. C'est un film difficile à raconter, difficile à classer, et c'est ce que Shane Black voulait faire. T'as vu ça? Maintenant, tu peux... Ça va pas la tête? Shane Black réalise son premier film à 42 ans, mais si nous l'avions filmé chez lui, à Beverly Hills, il y a 10 ans, c'est parce qu'à l'époque, tout Hollywood s'arrachait ses scénarios, de L'Arme fatale au Dernier Samaritain, en passant par Au revoir à jamais, et pourtant il a eu du mal à trouver un producteur. Cela faisait au moins 5 ans que je voulais réaliser. Mais personne n'aimait mon scénario. Je le donnais aux gens, et quand ils me le rendaient, je me rendais bien compte qu'ils ne l'avaient même pas lu. Grosse déception. Quand je pense qu'il y a 15 ans, tout le monde se précipitait. Sûr que ce n'est pas un polar tout à fait comme les autres. Kiss Kiss Bang Bang vous séduira moins par l'intrigue que par son ton plutôt réjouissant et ses acteurs en grande forme. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, suivie du Point Route Valérie Maurice. 20h50, la crime. 0h50, le journal de la nuit. Jean-Claude Renaud. Demain, à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra Cécilia Barthéby. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Votre soirée